Le match dans le match reçoit aujourd'hui un homme au parcours hors norme, né au Burundi. Il connaît la guerre civile au cours de ses premières années. Amputé de la jambe droite, il a fait les belles heures du para-athlétisme français. Aujourd'hui, il est à Paris 2024, en ligne de mire. Notre invité du jour est Jean-Baptiste Allez. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Pierre, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Jean-Baptiste, on va reprendre votre histoire depuis le début. Vous naissez au Burundi en 1991. 2 ans plus tard éclate la guerre civile au Burundi entre les Hutus et les Tutsis. Vous perdez la majeure partie de votre famille et on le voit, votre jambe droite. C'est exact. C'est une longue histoire et en même temps courte. Donc j'ai pu assister à ce cycle de la vie dès mon jeune âge, dès l'âge de 3 ans. Et puis en fait, j'ai pas eu le temps, on m'a pas demandé le choix de est-ce que tu prends cette vie ou ce que tu veux pas. Donc je me suis retrouvé dans une vitesse de lumière où je devais assister à la mort de ma mère devant mes yeux, perdre toute ma famille, et voir surtout les gens qui étaient, on va dire, amis, qui venaient souvent chez nous, et d'un coup du jour au lendemain changer. Donc j'ai dû très vite me retrouver dans la partie obscurité où j'ai connu la mort. Comme on dit, j'ai dû voir le soleil et les tunnels. D'ailleurs, je trouve ça très beau, ça restera mes plus belles images. Les gens parlent de la mort, mais c'est très beau. Et après, je me suis réveillé, je sais pas combien de temps après, et c'était comme dans un film où c'était un mode de paradis, c'était tout blanc. Je me suis vu partir et en même temps, je me suis vu renaître. Et puis, j'avais pas le temps de comprendre, il fallait juste faire le choix de la vie, entre la mort et la vie. Et c'était compliqué parce que je devais aller tout seul. Et puis finalement, c'est une belle expérience de la vie. J'en suis fier. À 8 ans, vous êtes adopté en France, dans la Drôme, par Daniel et Robert Allez. C'est comme une deuxième naissance? Je pense, comme on dit, c'est Dieu qui donne. Et c'était vraiment une deuxième naissance et des deuxièmes parents qui voulaient me donner une vie meilleure. Mais ce qui était compliqué, c'est que je savais pas du tout pourquoi j'étais ici. Pour moi, dans ma tête, j'allais en France, on allait me mettre une prothèse et après j'allais retourner chez moi. C'est ce qu'il m'a dit mon vrai père. Tu vas en France, on te met une prothèse et après tu reviens. Donc du coup, j'avais du mal à parler la langue française, je parlais que Kirondais et mes parents ils parlaient français. Donc c'était vraiment un discours de dialogue sourd. Mais j'ai fini par comprendre que ces gens-là, ils allaient me donner énormément de choses. Mais je savais pas quoi, et du coup je les ai suivis. Et puis de la peur, ça s'est transformé en amour que j'avais perdu depuis 6 ans. Donc du coup, comme on dit, même dans la peur, faut donner confiance et donner le courage, parce que parfois on sait pas où est-ce qu'on met les pieds. Et finalement, c'est un bon chemin. Par la suite, vous essayez plusieurs sports. Il y a le football, le rugby, l'équitation également, où vous êtes très doué. Mais vous dites que vous ne vous dépensez pas assez en faisant de l'équitation, c'est ça? Alors c'est vrai que j'avais par exemple des grandes difficultés de sommeil, parce qu'en fait j'ai dû assister à l'assassinat de ma mère devant mes yeux. Par exemple, ils ont coupé la tête de ma mère, donc c'était vraiment une image qui est restée gravée à jamais. Et donc chaque fois que je dormais, je fermais les yeux, j'avais le flashback de quand on a couru, que ma mère m'a attrapé et c'était la mort. Donc finalement, il fallait trouver une solution. Donc on a été voir le psychologue, mais j'ai fait 3, 4, 5 séances, pas plus. Et j'ai dit à la psychologue, moi j'ai envie de faire quelque chose de très rapide, parce que venir faire du dessin et des coloriages, je préfère ça faire chez moi, parce que ça a un prix. Et puis elle a vu, la psychologue, j'avais vraiment une force mentale très très puissante. Et ce qu'elle m'a conseillé, c'était de parler, de s'ouvrir. Parce que, comme on dit, garder ce qui fait mal au fond de soi, c'est pas bon. Donc il faut partager, échanger aux gens qui veulent nous écouter. Donc j'ai écouté cet exercice qui allait être peut-être bénéfique pour moi que faire des dessins. Donc j'ai réussi à appliquer ça. Du jour au lendemain, ma vie a changé. Je me suis ouvert à ma famille et j'ai accepté que le fait que la France était mon nouveau pays, ses parents, ça va être mes nouveaux parents. Et là, ça a changé. Parce que je me suis fait confiance. Et c'est finalement au collège que vous découvrez l'athlétisme. C'est ça, au collège ici. Et votre professeur de sport qui vous dit que vous avez des aptitudes énormes en athlé. Ça y est, vous vous dépensez suffisamment? On va dire que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup le sport quand je suis arrivé en France. Je jouais au foot avec mes copains, même si j'étais en béquille, je jouais sur une jambe avant d'avoir une prothèse. Je faisais du vélo sur une jambe.
Mes parents ils m'ont inscrit au football, j'adorais le football. Je faisais du rugby, j'ai jamais eu de problématique avec le sport elle-même, et surtout par rapport à mon handicap. Donc j'ai découvert l'athlétisme et c'était au collège. On avait organisé les JO des collèges avec ma classe et on avait participé au relais 4 fois 100 mètres. Et moi j'avais été positionné aux dernières positions. Il s'avère que c'est la position la plus délicate parce que si vous êtes quatrième, je vais devoir faire tout le travail pour qu'on espère gagner une médaille troisième, deuxième ou premier. Donc moi j'ai été vraiment très discret, surtout avec mon handicap quand j'étais au collège, comme on dit là, ça se voit, mais j'avais vraiment une vraie jambe, une vraie couleur, parce que j'ai vraiment été pas très accueilli avec ma couleur, donc je me suis fait discret avec mon handicap. Donc finalement avec ma classe, je me retrouvais dernier, et puis quand tout le monde donnait le temps à moi, je me retrouvais à être quatrième. Donc je sais pas, il y avait un instinct au fond de moi qui dit JB, faut que tu gagnes pour ton équipe. Donc j'ai couru vite et j'ai rattrapé tout le monde et on a gagné la course. Et quand j'arrivais dans le vestiaire, jamais je me changeais devant mes camarades parce que je voulais pas qu'ils voient que j'avais une différence. Donc je me suis retrouvé à changer à la fin et mon prof de PS, il vient dans le couloir à ce moment-là, il me voit en train de sautiller sur une jambe après la douche, il me dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe? C'est incroyable. Tu cours plus vite que tes copains et en plus t'as un handicap. Du coup j'étais mal à l'aise de voir il m'a découvert mon secret. Et du coup il m'a dit JB, faut que je te présente à toute la classe parce que t'es un champion et tu dois être respecté. Et tu dois être admiratif. Et du coup, j'ai été présenté, puis les enfants ont changé de mentalité. Ils ont vu que, ok, je suis noir et un handicap, mais je suis toujours le meilleur. Ça a permis de briser la glace. Ça a brisé vraiment la glace. Et il y avait aussi ce que je ressentais, je pensais, le mal-être, parce qu'il y a des enfants, comme on dit, on est méchants au collège, on sait pas trop ce qu'on dit, mais on recopie par rapport à ce que les parents éduquent. Donc finalement, j'ai été accepté, et puis mon prof m'a dit, JB, t'as un potentiel énorme d'être champion du monde, vas-y. Et c'est dans un club. Donc je me suis licencié dans un club qui s'appelle Montélimar. Et j'adorais cette premier entraînement parce que mon prof, il m'a demandé, enfin mon coach, parce que je suis passé de prof à coach, c'est pas pareil. Il m'a dit JB, vas-y cours pour voir ce que tu vaux comme niveau. Et il s'appelait Benoît Constant d'ailleurs. Et en fait j'ai couru et chaque tour je faisais, je me rappelle quand j'étais tout petit à mes 3 ans, quand on a essayé de fuir les hauts tours, on a essayé de courir avec ma mère. Et en fait j'avais la sensation que chaque tour je faisais, les hauts tours me rattrapaient pas avec ma mère, donc je courais jusqu'à 15 tours. Et je me sentais bien et c'était comme une évasion, je voyais le soleil, j'étais dans mon rêve, dans mon film. Et en fait, quand je suis rentré à la maison, j'ai senti que j'étais vraiment dans cette situation où j'étais apaisé, j'étais bien. Et j'ai dormi pour la première fois depuis des années sans cauchemar. Et là, ma mère, elle était heureuse de voir qu'on a trouvé la petite thérapie. Et là, je me dis, ce sport, ça va être ma thérapie. 6 mois après, je me retrouvais être qualifié au championnat du monde, moi de 23 ans. Et là, c'est la carrière qui commence. Le sport comme vecteur de bien-être, finalement. Et lorsque vous étiez jeune, est-ce que vous aviez des idoles dans le sport? C'est marrant, c'est une question qu'on me pose souvent et les gens ils attendent que je dise Zidane ou Mike Tyson, mais mon plus grand idole, c'est mon père. Parce que mon père adoptif, quand il était venu me chercher, déjà, était très courageux parce que c'était vraiment la guerre. Et l'orphelinat a dit à mon père, si tu veux ton fils, tu viens, mais on ne sait pas si tu vas pouvoir revenir avec lui. Et mon père a dit, je m'en fous, ça fait 3 ans que je l'attends et je le veux, je cherche. Il est venu me chercher avec un handicap à la jambe, mais aussi amputé comme moi. Et par la suite, avec le temps, il s'est fait amputer de 2 jambes. Mon père a eu 173 opérations. Et il est toujours en vie, toujours sourire, il fait le bricolage et mon père, c'est mon plus grand héros. Voilà pourquoi je dis ça. C'est beau. C'est lui qui m'a montré que tout est possible. C'est magnifique ce que vous dites, Jean-Baptiste. Vous parliez tout à l'heure des championnats du monde des moins de 23 ans. À l'époque, vous faites et de la longueur et du sprint. À quel moment vous vous êtes dit, je vais me consacrer à 100% à la longueur? On va dire que c'est la fédération française qui m'a dirigé vers le saut en longueur, 100 mètres et 200 et saut en longueur, et le sprint 100 mètres, 200 mètres. Mais je vous avoue que quand j'ai commencé, j'aimais beaucoup faire un peu de tout. Lancer de poids, lancer de marteau, soit la perche, aussi avec une prothèse. Bon, c'était un peu dangereux parce que des fois, j'atterrissais à côté du tapis, mais j'aime beaucoup tout ce qui est adrénaline et j'aime bien me sous-passer, il n'y a pas de limite. Et pour moi, finalement, je me suis retrouvé dans le saut en longueur et sprint. Et je me rappelle aussi une fois que j'ai zappé sur la chaîne des JO de Athènes. Et tout ça, je me suis tombé fan d'un mec comme Carl Lewis, comme les champions qui volaient. Et pour moi, courir et voler, je me trouvais qu'il y avait un sens à la vie par rapport à ce que j'ai vécu. Et voilà pourquoi je me suis retrouvé dans les 3 épreuves. Mais les 3 sont différentes, mais identiques. J'aime courir pour échapper, survivre.
voler, sauter pour voler et éviter le danger et prendre plaisir et l'envol. C'est pour ça que j'aime beaucoup être dans les avions parce que c'est ce moment où je suis en sécurité, je suis heureux. Et voilà pourquoi j'aime voler. Pour le moment, c'est quoi le plus grand moment de votre carrière? Plus gros souvenir, en tout cas. Alors, le plus grand souvenir, c'était d'avoir fait les JO de Londres dès l'âge de 18-19 ans. J'étais tout jeune. Et le plus grand souvenir que j'ai retenu, c'était par rapport dans le monde où on vit, l'histoire des politiques, et c'était vraiment beau de voir que, moi, je me suis retrouvé avec des Rwandais, des Burundais, Hutus, Tutsis, tout le monde était mélangé, des Palestiniens, Israéliens, tout le monde était mélangé. Et le sport, c'était vraiment réuni. Il n'y avait pas de différence par rapport à qui tu es, d'où tu viens, ton pays, ton histoire. On était vraiment là pour gagner et puis échanger. Et c'était vraiment une manière de montrer que dans la vie, en fait, on est maître de notre destin. Il y a mieux à faire que de se faire la guerre. Et la victoire et le partage et l'échange et la joie, c'était vraiment une chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai pas été médaillé, mais j'ai beaucoup appris sur l'humanité, sur ces JO-là. Parce que je pensais pas qu'on était dans un village avec le monde entier et tout le monde ensemble et puis tout le monde partage notre vécu. Puis j'ai pu revoir des athlètes burundais qui ont vécu mon histoire aussi, des Rwandais aussi. C'était vraiment un souvenir énorme. Et puis, comme on dit, ma première médaille senior en 2017. Parce que j'avais été agressé par mon entraîneur en 2017. Et du coup, j'avais arrêté ma carrière et il m'a fallu juste 3 mois pour revenir. Et en fait, j'ai décroché ma médaille de bronze avec un record de France. Je me suis envolé comme jamais, mais il y avait une haine et une rage en moi qui faisait que JB, c'est ton métier, c'est ton meilleur, personne ne peut t'arrêter. Et je me suis envolé, mais normalement, une préparation pour une médaille, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais jamais en 3 mois. Moi, je l'ai fait. Mais c'était vraiment avec plaisir, avec l'émotion de mes sponsors qui étaient là, on était une trentaine. Et j'en parle encore, ça me fait des frissons. Et puis, en fait, j'ai appuyé sur la prothèse et... Mais j'étais bien, j'étais heureux, j'étais dans l'ambiance. Et en fait, comme on dit, c'est pas forcément que le sport, c'est aussi comment tu es ce jour-là. Qu'est-ce qui te propulse vers le haut? Qu'est-ce qui t'aide à réussir? Et quand tu es bien dans un environnement, je pense que tu peux réaliser des choses incroyables, des choses que tu peux pas imaginer. Il y a eu Londres, il y a eu Rio après. 2021, il y a les Jeux de Tokyo. Vous n'êtes pas retenu par la délégation française. C'est encore en travers de votre gorge, ça? Bien sûr, parce que c'était Rio, Tokyo, j'ai préparé. Rio, j'ai raté la médaille de 5 cm, c'était vraiment rien. Et sur Tokyo, je me suis dit, tiens, j'ai préparé ma dernière carrière à Miami, parce que c'est un endroit où j'ai beaucoup été en préparation, en voyage, en stage. C'est l'endroit où je me sens épanoui, je me sens comme tout le monde heureux, et puis il fait beau toute l'année, et c'est très humide comme à Tokyo, donc je me dis, tiens, on part là-bas, en 2019. J'ai décidé de tout laisser dans ma vie pour être meilleur et dans un endroit où je vais être heureux, épanoui. C'était vraiment dur parce que se retrouver du jour au lendemain dans un endroit où tu es seul face à ton rêve, à ton succès, c'était vraiment très compliqué. J'ai réussi à mettre tout ça en place, je me suis fait des belles rencontres, j'ai été vraiment bien dans les meilleures conditions. J'ai réalisé la meilleure saison de toute ma carrière, j'étais 2e ou 3e, 7m20. Au championnat de France, je gagne. Et finalement, il n'y a pas eu de... Enfin, la liste, le 6 juillet, elle sort. Il n'y a pas mon nom. Donc finalement, je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'étais naïf, je me dis, chef, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je suis pas dedans? Et là, la réponse était, tu n'as pas de chance de faire une médaille. Donc j'ai réagi en manière, mais comment tu t'y connais en sport, sachant que je suis 2e ou 3e au bilan mondial, c'est dans le monde entier, c'est pas français, c'est dans le monde entier. Et finalement, je me dis que c'était plutôt problème politique et autre chose, mais j'ai jamais su la vérité. Donc aujourd'hui, je me dis que j'ai 32 ans, je suis toujours un des meilleurs du mondial. Et j'ai fait le pour et le contre. Je suis pas un mec qui va retenir la haine et le rancœur. Mais par contre, je vais te montrer que tu as voulu m'arrêter, comme depuis tout petit. Puis là, je mets 3 ans. Mais ce sera toujours moi le meilleur. Donc aujourd'hui, j'ai dû me dire que j'ai quasiment tout gagné en France. Toutes les médailles mondiales. 5 fois champion du monde, 2 fois finaliste au JO. J'ai réalisé des choses incroyables, mais j'ai envie de faire plaisir à mon pays d'origine, d'où je viens. Parce que ces médailles-là, ce serait pour accomplir l'histoire de ma vie. Donc à Paris 2024, vous serez sous bannière du Burundi. Voilà. Quels objectifs vous aurez pour ces Jeux de Paris? L'objectif, ce serait d'être qualifié déjà pour les
les JO avec les valides, avec le Burundi, sur la longueur. Tout est possible, comme on dit. Et puis en sur la longueur, pour les Jeux paralympiques, je vais faire 100 mètres, 200 mètres sur la longueur. Et puis c'est ma dernière Olympiade à la maison. Malheureusement, j'aurais bien aimé faire pour la France, mais vous savez, on est dans une institution où les gens, par jalousie, par autre chose, ils me mettent dehors. Mais comme on dit, tu veux pas de ma main, d'autres tu la vaudront. Moi, je sais que mon but, c'est de montrer que j'ai atteint mon sommet. Je sais que je viens de loin, comme mon histoire vous a raconté, depuis mon génocide, tout ce que j'ai vécu à travers la jalousie, agression avec mon coach. Mais je me dis que si les gens sont comme ça, c'est parce qu'il y a peut-être une raison. Mais la raison est fait que je dois montrer que c'est moi le meilleur. Est-ce que vous vous projetez après Paris 2024? Chaque chose à son temps. Chaque chose en son temps. J'aimerais aller jusqu'à LA parce que ce sera vraiment des JO incroyables, LA. Contrairement à ce qu'on aura à Paris, on espère d'avoir des bons Olympiades, mais c'est très mal parti. On n'est pas dans une atmosphère où les gens aiment le sport, surtout dans les institutions. Mais nous, en tant que sportifs, on essaie de montrer que le sport, c'est notre santé, c'est notre thérapie, c'est notre bien-être. Et on a envie de transmettre ce qu'on a vécu en tant qu'athlète de haut niveau aux gens qui ont envie de se soigner. Parce que, comme on dit, j'ai envie de dire aux gens, arrêtez d'aller faire des séances de psychologue, arrêtez de prendre des anti-inflammatoires, des antidépresseurs. Ah, va faire du sport. Viens me voir, Jean-Baptiste Allais, je suis aussi coach. Et voilà, le sport, c'est quelque chose qu'on devrait mettre dans une institution, dans l'éducation. Parce que si, moi, j'ai réussi à grandir avec mon histoire, en ayant touché le fond, et je continue à toucher le fond. Et aujourd'hui, le sport m'a permis d'être là-haut. C'est que ça ferait du bien à tout le monde. Et les gens ont peur, ils n'ont pas envie de découvrir le bien-être du sport. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Je remercie le bienfait de ma mère, surtout mes parents qui m'ont mis dans ce milieu-là. Parce que j'ai pas été fait pour être guéri avec la psychologie. Mais j'ai été guéri avec le sport. Et dans le sport, il y a la psychologie. On ne devient pas champion comme ça. Les gens pensent que je suis avantagé avec la prothèse ou plein d'excuses. Non. La vie est faite de plein de volonté et d'espoir. C'est toi qui fais ta volonté, c'est toi qui es seul face à ton miroir. Personne ne va te lever le matin pour te faire réussir ton succès et ta mission. C'est toi et ta conscience. Donc finalement, c'est le sport qui m'a aidé à faire tout ce que je rêvais dans ma vie. Ça m'a tout appris. Le mental, la motivation, savoir tomber. C'est quelque chose que les gens doivent apprendre. Parce que tomber, toucher le fond, c'est très dur. Mais ça fait partie de la vie. Et les gens ont peur de l'échec, mais c'est normal. Sans échec, il n'y a pas de succès. Jean-Baptiste, il y a 2 ans, vous sortez votre livre, De l'enfer à la lumière. C'était important pour vous de raconter votre histoire? Vous savez, j'ai vraiment fait chaque année une vie qui était vraiment inattendue. L'année avant de sortir mon livre, j'étais dans un grand documentaire sur Netflix qui s'appelle Rising Phoenix, comme des phoenix en français. Ça a été produit par des Anglais, il est encore sur Netflix. Mais c'était vraiment une proposition incroyable parce que je voulais montrer à travers le monde que, ok, j'ai eu cette histoire et aujourd'hui je suis sportif, mais dans la vie tout est possible. Et c'est un marché énormément, on a fait 4 Oscars, meilleur documentaire de l'année dans le monde entier. Et l'année d'après, je sors le livre. Michel Lafon m'a contacté pour faire un livre sur ma vie, mais sans savoir que ma vie est un film, ma vie est une littérature. Mais je me dis qu'aujourd'hui, mes parents et les gens m'ont inspiré et c'est grâce à tous ces gens-là que j'ai réussi à faire ma vie dans un livre, ma vie dans un futur cinématographique. Mais j'ai envie d'aider les gens parce que je ne suis pas arrivé là tout seul. Donc ça fait vraiment plaisir de se dire que ma vie est dans un livre. Quand j'ai reçu mon livre, c'est-à-dire qu'après avoir écrit, ça a mis 2 mois, j'étais à Miami, entre Miami et France, j'ai reçu le livre dans mes mains. Je me suis dit, waouh, 30 ans de vie, 30 ans de vie dans un livre. C'est là où je me suis dit, t'es incroyable, JB. Mais avant ça, tout ce que je faisais, c'était vraiment normal. C'est avec le livre où je me suis dit, je dois être fier de moi quand même. Et puis avec Gaël Faye, qui a pu être préface. C'est un confrère qui vient de Burundi, qui a vécu aussi le génocide, qui est chanteur. C'était vraiment une fierté de me dire qu'il était dans mon livre. Et ce livre-là, tous les gens qui l'ont lu, vous allez voir, c'est moi. Et du coup, si moi j'ai réussi, à travers ce livre, vous allez voir que je vais vous donner la force
Et vous allez peut-être, et même sûr, j'en suis sûr, avoir une autre dimension de la vie et une autre envie de réussir. Parce que dans mon livre, je retrace ma vie de mes 3 ans jusqu'à mes 32 ans. Il y a plein d'histoires. Carrément, vous allez peut-être penser que c'est vraiment une histoire un peu trop grosse. Comme beaucoup de gens pensent que mon histoire elle n'est pas vraie, mais non, c'est ce que j'ai vécu. Mais je trouve ça magnifique de se dire que il existe des histoires comme Jean-Baptiste Alaise. Et malgré ça, on garde le sourire. Malgré ça, on garde la motivation. Malgré ça, il n'y a rien qui nous arrête. Je pourrais presque vous dire que même si j'ai réalisé tous mes rêves, demain, tant que je suis encore en vie, il restera encore 100 millions de rêves. Jean-Baptiste, merci d'avoir raconté une partie de votre histoire sur ce... Et la suite est dans le livre, si vous voulez voir plus. On a vu le livre, voilà. en une, on le voit là, de l'enfer à la lumière. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à vous de nous avoir suivis avec TV Monaco. Tout de suite, c'est la météo. On se retrouve très vite pour sa match et le match dans le match. Salut. Et bonne fête à tous. Et bonne fête à tous. Ça.